Nous voilà dans la troisième séquence de cette étude de cas basée sur la publication de McLean et Anderson. Et le cœur de cette séquence, c'est aussi quelque part le cœur de la présentation, puisque nous allons passer de la définition des facteurs et des contraintes explicites proposées par les expérimentateurs à la définition du domaine expérimental, domaine dans lequel on va devoir disposer des mélanges que l'on caractérisera par la suite. Et donc c'est ces deux parties, définition des facteurs et définition du domaine expérimental, qui vont nous occuper assez longuement, en particulier pour la définition du domaine expérimental, puisque nous allons vous proposer, en présence de 4 constituants, de fabriquer la maquette du domaine expérimental par pliage, découpage et collage. Alors dans la boucle de la formulation, l'expertise entre guillemets des chimistes a permis d'isoler des constituants à étudier, et par définition, les constituants vont intervenir non pas par leur nature ici, puisqu'ils ont été préalablement choisis, mais par leurs proportions. Et les proportions, dans l'espace mathématique, ce sont des nombres réels qui varient entre 0 et 1 et dont la somme est constante. Naturellement, dès lors que vous avez choisi des proportions, des constituants à introduire dans une formule, eh bien, la contrainte 0 n'est plus possible, puisque 0 voudrait dire qu'il y a absence du constituant. C'est ce qu'on va voir dans cette étude. Les proportions des constituants vont être soumises par rapport à l'expertise des formulateurs à des contraintes individuelles explicites, inférieures et supérieures. Donc si les constituants, et ceci est une hypothèse importante quand on fait de la formulation, ont été préalablement choisis, il convient de les introduire dans tous les mélanges que vous allez réaliser, et donc par voie de conséquence, la contrainte inférieure au 0, au même titre que la contrainte supérieure 1, n'est plus autorisée. Alors, on va représenter sur un diagramme d'Ishikawa, c'est une autre façon de représenter le système de contraintes qui affecte les variations des proportions. On va représenter les constituants. Le magnésium, alors ça sera le constituant 1. Les proportions petit x1 du magnésium sont autorisées à varier, d'après les experts, entre 40 et 60%. Pour le nitrate de strontium, la publication proposée par McLean et Anderson autorise une plage de variation de 10 à 50%. Ce sera le constituant 2. Pour le nitrate de sodium, on a la même plage de variation de 10 à 50%. Et enfin, un liant qui va finalement figer cette cartouche de poudre. Ce liant est présent en proportion relativement petite, entre 3 et 8%. Et la sortie de ce diagramme d'Ishikawa, qu'on appelle encore un diagramme cause-effet, c'est la réponse observée. Et la réponse observée est l'intensité lumineuse exprimée en candela. Donc on voit ici une autre représentation graphique du problème. On cherche à trouver dans quelle proportion mélanger des constituants, sous contrainte naturellement, de telle sorte que l'on puisse maximiser l'intensité lumineuse. Alors, lorsque on a fait le listing des facteurs et lorsqu'on a demandé aux experts de nous donner des contraintes explicites pour chacun des constituants, il faut répondre à quelques questions que j'ai appelées des questions incontournables. La première, c'est la suivante. Les contraintes individuelles explicites, ce que vous voyez rappelé à droite par le système d'inéquation, présentent-elles des incompatibilités? En d'autres termes, est-ce que finalement ces valeurs sont réellement des contraintes? Être une contrainte, ça veut dire empêcher un constituant de varier aussi librement qu'on le voudrait. Bien, on va voir qu'ici, dans le système proposé initialement par McLean et Anderson, il y a 2 incompatibilités que l'on va apprendre à détecter. Ensuite, des contraintes, c'est quelque part des coups de ciseaux que l'on donne sur les plages de variation des proportions des constituants, et à force de donner des coups de ciseaux, le domaine s'amoindrit au point que peut-être il puisse ne plus exister. Donc deuxième question, est-ce que le domaine existe? Et si le domaine existe, quelle est sa nature? Si c'est un simplex, on a vu à plusieurs reprises dans des chapitres de cours des méthodes de maillage. La méthode de maillage dite simplex lattice, la méthode de maillage dite simplex centroïde, mais les contraintes peuvent générer également des polyèdres convexes. C'est ce que vous voyez sur la figure ici. Et donc, en fonction de la nature du domaine expérimental, nous allons adopter une stratégie appropriée de maillage.
Lorsqu'on est dans le cas d'un polyèdre convexe, eh bien, il va falloir se demander quel est le nombre de sous-espaces, quel est le nombre de sommets, quel est le nombre d'arêtes, quel est le nombre de faces. Alors bien évidemment, si vous êtes en mesure de dessiner le domaine expérimental, ce qui est toujours possible lorsqu'on a 3 constituants ou 4 constituants, l'information concernant le nombre de sous-espaces eh bien, se lit sur la figure. Mais il faut commencer à s'habituer à travailler avec des mélanges à 5, 6, voire plus en termes de constituants, et auquel cas vous ne pourrez pas matérialiser le domaine expérimental, et donc une approche exclusivement mathématique permettra de répondre aux questions. Et enfin, eh bien, quand il y a 4 constituants, et c'est aussi l'originalité de cette étude de cas, vous en retrouverez une ou 2 autres avec également cette approche, eh bien, je vous invite fortement, parce que cela n'est pas du tout compliqué, à construire la maquette du domaine expérimental. Vous voyez, en 1966, les auteurs avaient dessiné dans leur publication le domaine expérimental. On voit ici qu'il contient en particulier 8 sommets et 6 faces. Eh bien, on va voir comment on peut, de façon très très simple, à partir d'une feuille de papier et de ciseaux, construire la maquette de ce domaine expérimental. C'est ce qui fait l'originalité de cette présentation et qui fait que la partie consacrée au domaine expérimental est quelque peu longue. Alors, première question, à force de donner des coups de ciseaux aux variations des proportions des constituants, est-ce qu'il reste quelque chose? Et est-ce que ces coups de ciseaux contraignent bien les variations? Alors, je vous ai rappelé ici à gauche le système de contraintes individuelles explicites proposé par MacLean et Anderson. Et pour pouvoir étudier ce système, eh bien, on va faire une décomposition en regardant, par exemple, dans un premier temps, les contraintes individuelles inférieures explicites uniquement. C'est ce que j'ai encadré en rouge. Ces contraintes inférieures explicites vont naturellement réduire le domaine expérimental, et ils vont le réduire de façon à former un petit tétraèdre dans le grand tétraèdre. Et ce petit tétraèdre, on l'avait vu dans un chapitre dédié à la stratégie Extreme Vertex Design, a une hauteur qui est égale à RL. RL, c'est l'étendue du simplex défini par les contraintes inférieures, grand L, et donc cette étendue étant égale à 0,37, 0,37 c'est positif, donc le domaine expérimental défini uniquement à partir des contraintes inférieures existe. Alors, si vous, maintenant, introduisez des contraintes inférieures, naturellement, vous ne pouvez plus atteindre 100%. Par exemple, sur le constituant 1, on aurait peut-être envie de dire il varie entre 40% et 100%. Eh bien non, puisque si vous obligez chacun des constituants à être présent, vous ne pouvez plus obtenir 100% d'un constituant, le constituant tout seul. Et donc les contraintes individuelles inférieures explicites, représentées par la notation L indice I, vont engendrer, mais c'est mathématique, des contraintes individuelles supérieures implicites, UI étoile. Et comment les définit-on? Bien, on part de la valeur de la contrainte inférieure et on ajoute la dimension du domaine. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas donné les valeurs supérieures, géométriquement, les seules valeurs inférieures autoriseraient le constituant 1 à atteindre une teneur maximale de 77%, le constituant 2, 47%, et ainsi de suite. Alors comment savoir s'il y a compatibilité ou incompatibilité? C'est en comparant ce que la géométrie nous autorise, que vous voyez apparaître en bas à droite de l'écran, avec ce que les experts ont envie de faire. Vous voyez par exemple que sur le constituant 1, la géométrie nous autoriserait à atteindre 77%. Et vous voyez aussi que les experts se limitent à 60%. Donc finalement, cette contrainte sert à quelque chose puisqu'elle est plus exigeante que la géométrie. Si vous regardez le dernier constituant, qui est le liant, la géométrie vous autoriserait à atteindre 40%. Alors 40% de liant, ça serait naturellement beaucoup trop pour avoir une intensité lumineuse maximale. Et les experts ont bien compris ça, puisque même si la géométrie nous autorise à atteindre 40%, eh bien eux sont plus exigeants que la géométrie, puisqu'ils imposent au constituant 4 de ne pas dépasser 8%. Alors par contre, là où ça va se passer moins bien, c'est pour les constituants 2 et 3, le nitrate de sodium et le nitrate de strontium. En effet, la géométrie nous autorise une plage de variation qui va de 10% à 47%, et les experts
experts sont un petit peu gourmands, si j'ose dire, puisqu'ils auraient aimé atteindre 50% à la fois pour le nitrate de sodium et le nitrate de strontium. Donc on a détecté ici une incompatibilité de 2 contraintes individuelles supérieures explicites. C'est les valeurs que vous voyez entourées en rouge et qui valent 0,5. Alors il faudra les corriger. Avant ça, on va se demander si les experts n'avaient donné que des contraintes supérieures explicites. C'est ce qui est entouré en bleu dans le plan de la figure et repéré par la lettre U. Eh bien, quelle aurait été la nature du domaine expérimental? Bien, là aussi, on a une formule duale à la précédente qui permet de calculer la dimension du domaine expérimental représentée par la mesure linéaire que l'on note R indice U, qui vaut ici 68%. C'est positif, donc si les expérimentateurs n'avaient explicité que des contraintes supérieures, bien, le domaine existerait. Toutefois, les contraintes supérieures induisent des contraintes inférieures implicites. Comment les obtient-on? En soustrayant à la valeur supérieure la hauteur du domaine, la mesure linéaire. Alors, vous voyez qu'ici, si vous soustrayez à chacune des valeurs des contraintes supérieures la mesure linéaire, qui vaut 0,68, vous obtiendriez des proportions négatives, ce qui est mathématiquement impossible. Et auquel cas, quand on obtient pour des valeurs implicites, individuelles inférieures des valeurs négatives, eh bien on les remplace par 0. C'est ce que vous voyez ici. Et ensuite, on compare ce que la géométrie nous autorise. La géométrie nous autoriserait à descendre à 0 pour chacun des constituants, et les experts sont plus sévères que la géométrie. Nous avons expliqué que 0 est quelque chose d'interdit en formulation, puisque considérerait l'absence du constituant, et si on l'a choisi, c'est pour l'introduire dans le mélange. Donc on n'a pas d'incompatibilité dans cet exemple au niveau des contraintes supérieures. Alors dès que l'on a obtenu des incompatibilités, quand ça arrive, et c'est le cas dans la publication de McLean-Anderson, eh bien il va falloir corriger ces incompatibilités dans un premier temps. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite. S'il y a incompatibilité des contraintes supérieures, on remplace les contraintes supérieures par les contraintes implicites, et s'il y a incompatibilité des contraintes inférieures, on remplace les contraintes inférieures explicites par les contraintes inférieures implicites, dont on voit ici les formules. Donc, dans l'exemple de McLean-Anderson, on a détecté qu'il y avait 2 contraintes supérieures qui étaient incompatibles, eh bien on les a remplacées par les valeurs implicites. On calcule immédiatement, puisqu'il y a eu des modifications, la valeur de la mesure du simplex L, définie par les contraintes inférieures, celle-ci n'a pas changé, et on calcule immédiatement celle qui a changé, c'est-à-dire la mesure linéaire du simplex U. Voilà. Donc le domaine expérimental va être défini par l'intersection du simplex L de hauteur 0,37 avec le simplex U de hauteur 0,62, et on veut savoir à quoi ressemble cette intersection. Alors une autre façon de vérifier la compatibilité des contraintes, c'est se demander si finalement les étendues que l'on offre aux variations des proportions des constituants sont compatibles avec la plus petite des deux mesures. La plus petite des deux mesures, on la note R indice P, ici elle vaut 0,37, et on va comparer les étendues individuelles, R1 c'est U1 moins L1, R2 c'est U2 moins L2, ainsi de suite. Et bien, puisque toutes les étendues sont inférieures ou égales à la plus petite dimension du domaine, alors bien, il n'y a plus d'incompatibilité. Dès lors qu'il n'y a plus d'incompatibilité, on va pouvoir exploiter ce système de contraintes que vous voyez à l'écran pour définir la nature du domaine expérimental. Et nous l'avions vu dans un chapitre de cours dédié au polyèdre convexe. Eh bien, en suivant les chicanes ou les boîtes de dialogue de ce logigramme, vous arrivez ici à définir la nature du domaine. Ce sera un polyèdre convexe. Pourquoi? Bien parce que dès lors que toutes les étendues ne sont pas égales entre elles, eh bien, vous avez une figure qui ne peut pas être un simplex et qui, dans ce cas, est un polyèdre convexe. Si c'est un polyèdre convexe, il y a plus de sommets que de constituants, et donc il va falloir préciser la nature de ce domaine expérimental
en rappelant et en dénombrant quel est le nombre de sommets. On sait qu'il y en a plus que le nombre de constituants. Quel est le nombre d'arêtes. Les arêtes seront des sous-espaces de dimension 1. Quel est le nombre de faces. Les faces sont des espaces de dimension 2. Le nombre d'hyperfaces, et là, souvent, on peut prendre peur en se disant « Ouh là là, ça commence à devenir compliqué ». L'objectif de cette étude de cas, c'est de démystifier ce que nous avions vu en cours au travers d'un exemple concret pour vous montrer qu'en présence de 4, 5, 6 constituants, vous pouvez faire les calculs à la main pour caractériser la nature de ce domaine expérimental en tant que nombre de sommets, nombre d'arêtes et nombre de faces. Alors, une remarque toutefois, si vous avez 3 constituants, eh bien, la réponse à la question, quel est le nombre de sommets, quel est le nombre d'arêtes, elle se lit sur un dessin. Donc, vous partez d'un diagramme ternaire, vous matérialisez les contraintes, peut-être en rouge pour les contraintes inférieures, peut-être en bleu pour les contraintes supérieures, et vous lisez ici la nature géométrique du domaine. Vous pouvez me remarquer s'il est isotrope ou très anisotrope. Lorsqu'on a 4 constituants, imposez-vous absolument de faire soit le dessin du domaine, soit la maquette. Et à mon sens, faire le dessin du domaine, c'est plus difficile que de faire la maquette, surtout quand on n'a pas l'habitude de dessiner en perspective. Et il faut remarquer la louable attention des auteurs qui, avant les années 1970, même quasiment jusqu'aux années 80, dessinaient souvent, pour étayer leur stratégie expérimentale de maillage, sous forme d'une perspective, la forme du polyèdre convexe qui représente le domaine de l'étude. C'est ce qui est ici extrait de la publication de McLean-Anderson. Alors maintenant, si vous avez 5 constituants ou plus, vous ne pourrez plus ni dessiner, ni fabriquer la maquette, et donc vous devrez faire confiance au calcul. Et ce qu'on peut voir rappelé dans la colonne calcul, c'est que les possibilités de calcul à l'avance du nombre de sommets, du nombre d'arêtes, du nombre de faces, relèvent de formules mathématiques qui sont quelque peu récentes. C'est ce que vous pouvez peut-être voir ici avec surprise. Et ça date de 1984 et 1986. Alors on va profiter de cet exemple où, avant de faire la maquette, on va calculer théoriquement le nombre de sommets, le nombre d'arêtes et le nombre de faces, et puis on poursuivra en fabriquant la maquette de 2 façons différentes. Alors, ne vous affolez pas devant cette formule générique, elle va vous être détaillée. Cette formule a été proposée en 1984 par Crozier. Cette formule va nous permettre de calculer très rapidement le nombre de sommets du polyèdre convexe. Alors évidemment, si vous regardez la formule un peu comme ça, c'est difficile. On voit apparaître Q, Q c'est le nombre de constituants, on voit apparaître un indice discret, petit r. Q-2R et 1-R ne seront pas très difficiles à calculer. Par contre, vous voyez apparaître des choses dont vous ne connaissez pas encore forcément la signification. L de Q et de R et E de Q et de R. Et on nous dit quoi? On nous dit que L et E, que je fais apparaître ici, ce sont des nombres de combinaisons d'étendues dont la somme est inférieure ou égale, suivant le cas, à RP. RP, c'est la plus petite des 2 dimensions entre le simplex L et le simplex U. D'où l'intérêt d'avoir, avant de calculer le nombre de sommets, vérifier la compatibilité des contraintes, puisqu'on va se servir énormément des valeurs des étendues pour pouvoir définir la géométrie du domaine expérimental. Donc je vous ai rappelé à droite, dans le plan de la figure, la valeur des étendues R1, R2, R3, R4. Alors, la formule que vous voyez à l'écran, elle va être mise en œuvre très très facilement si vous la traduisez sous forme d'un tableau. Alors, on voit qu'on a un indice discret, petit r, qui va varier de 1 à q, comme on est en présence de 4 constituants, on prévoit 4 lignes, 1, 2, 3, 4. Et on voit ensuite que les sommes sont des sommes de produits Q moins 2R, donc 4 moins 2R, et que multiplie L de 4 et de R, et de l'autre côté, dans la dernière somme, 1 moins R que multiplie E de 4 et de R. On peut donc calculer à l'avance la colonne 4 moins 2R et la colonne 1 moins R. Donc vous voyez que vous avez rempli près de la moitié du tableau sans faire des calculs très très compliqués. Alors maintenant, on va calculer L et E. Alors pour calculer L et E, on va faire 4 étapes. R égale 1, R égale 2, R égale 3, R égale 4. Regardons qu'est-ce qui se passe pour R égale 1. On va faire la somme
des étendues prises une à une. Alors si on les prend une à une, bien on va avoir R1 qui est sommé toute seule, R2, R3, R4. Et parmi ces 4 étendues, combien y en a-t-il qui sont inférieures strictement à RP? On voit qu'il y en a 2. Il y a l'étendue 1 et il y a l'étendue 4. Combien y en a-t-il qui sont égales à RP? Il y en a 2. C'est l'étendue 2 et l'étendue 3. Donc finalement, on obtient tout de suite la valeur L de 4 et de 1, ça vaut 2, E de 4 et de 1, qui vaut 2, que je reporte, vous voyez en haut à droite le petit tableau qui se remplit petit à petit, et bien sur la ligne correspondante. Je vais faire la même chose pour R égale 2. Alors, faire la somme des étendues prises 2 à 2, il va y avoir 6 combinaisons à faire, puisqu'on peut faire 6 couples dans un ensemble de taille 4, R1 plus R2, R1 plus R3, et vous voyez toutes les sommes que l'on peut faire. On regarde combien y a-t-il de sommes d'étendues prises 2 à 2 qui sont plus petites que RP, il y en a une. Combien y en a-t-il de ces sommes qui sont égales à RP? Il n'y en a aucune, donc 0, et on reporte tout de suite les valeurs dans le tableau. L'étape suivante consiste à prendre les étendues 3 à 3 et à faire la somme. Il y a donc 4 combinaisons possibles. Aucune de ces combinaisons ne produit un total strictement plus petit ou égal à RP. Donc à partir de là, vous pouvez remplir avec des zéros les colonnes restantes, puisque vous ne trouverez plus de somme, les étendues étant des nombres positifs, qui sont soit plus petites, soit égales à RP. Donc c'est ce qu'on constate avec le dernier calcul à faire. Donc vous voyez qu'en organisant les calculs, parce qu'on a pris soin de vérifier la compatibilité des contraintes, alors bien, en s'organisant à partir d'un tableau, bien, le calcul du nombre de sommets va être très simple. Alors en effet, ça y est, le tableau est rempli. Pour calculer le nombre de sommets, la formule nous dit que c'est égal à Q c'est égal à 4, plus le premier produit scalaire, c'est la première somme que vous voyez, 2 fois 2 ça fait 4, plus 0, donc vous voyez en bas j'ai reporté 4, plus le dernier produit scalaire où vous voyez 0. Donc le nombre de sommets c'est 4 plus 0, c'est 8 sommets. Et 8 sommets, c'est ce que vous voyez sur la figure proposée par MacLean et Anderson. Voilà, donc si on bénéficie des étendues de variation des proportions des constituants, si on s'est assuré qu'il y ait compatibilité au niveau des contraintes, alors, sans avoir à fabriquer ni le dessin ni la maquette, vous pouvez calculer à l'avance le nombre de sommets. Ici, dans cette publication, nous avons 8 sommets. Peut-on calculer facilement le nombre de faces et le nombre d'arêtes? Il a fallu attendre 2 ans de plus pour que le même MacLean-Anderson, en 1986, nous propose une formule, alors qui a l'air terriblement compliquée par rapport à la précédente, qui va nous permettre de connaître le nombre de sous-espaces de dimension petit d, en faisant d égale 1 pour les arêtes, en faisant d égale 2 pour les faces, et ainsi de suite. Cette formule n'est pas généralisable en faisant d égale 0. Pour avoir le nombre de sommets, il faut utiliser la formule précédente. L'interprétation des valeurs des fonctions L et E est identique à ce que nous avons vu précédemment. Vous voyez apparaître le symbole C, C c'est le symbole des dénombrements, le nombre de combinaisons que l'on va pouvoir faire dans un ensemble de taille Q, dans un ensemble de taille Q-R ou dans un ensemble de taille petit r. C'est ce qu'on va préciser par la suite. Alors naturellement, cette formule va être mise en œuvre en remplaçant Q par 4, dans l'exemple de MacLean-Anderson, et en calculant sur un coin de la feuille, si je puis dire, le nombre de combinaisons de taille 2 que l'on peut faire dans un ensemble de taille 4, le nombre de combinaisons de taille 2-R que l'on peut faire dans un ensemble de taille 4-R, et enfin le nombre de combinaisons de taille R-2 que l'on peut faire dans un ensemble de taille R. Vous mettez ça dans un tableur, vous pouvez même faire les calculs de tête, puisque R va varier relativement faiblement entre 1 et 4. Et donc vous allez pouvoir remplir, comme précédemment, tout de suite le tableau à partir de ces valeurs, en remarquant que les sommes ne vont plus de 1 à Q, mais vont ici de 1 à 2 et de 2 à 4, suivant le produit scalaire que vous effectuez. Donc inutile, c'est ce qu'on voit avec les petits tirets, de remplir les lignes petit r où vous n'avez aucun intérêt à calculer. Ensuite, C4,2 est égal à 6, et vous allez reporter les choses que vous avez calculées précédemment en termes de fonction L, et de fonction L plus E. Et donc, par voie de conséquence, le nombre d'arêtes est égal, alors attention, à 6 plus premier produit scalaire 7, 6 et 7, 13, moins
deuxième produit scalaire, c'est-à-dire les deux dernières colonnes du tableau dont on fait le produit terme à terme, la somme des produits terme à terme, moins 1. Donc 6 et 7, 13, moins 1, 12. Eh bien, cette formule nous indique que le domaine expérimental contient 12 arêtes. Ben, c'est ce que l'on peut vérifier en comptant le nombre d'arêtes d'un cube. Quelque part, c'est un cube qui a subi une petite distorsion. On va appliquer maintenant la même formule pour petit d égale 2, ce qui nous permettra d'obtenir le nombre de faces. Donc là encore, je calcule à l'avance les formules relatives au nombre de combinaisons dont j'ai besoin. Je mets en œuvre cette formule dans un tableau que j'ai pré-rempli en laissant uniquement les cellules qui donnent lieu au calcul. Et donc, toujours pareil, C4,1 est égal à 4, le nombre de combinaisons de taille 1 que vous pouvez faire dans un ensemble de taille 4 est égal à 4, plus 2, c'est le produit scalaire que vous obtenez, 2 fois 1, 4 et 2, 6. Et ici, vous obtenez 0, donc 4 plus 2, 6, votre domaine fait 6 faces. Et cette formule est généralisable, quel que soit le nombre de constituants. Alors je suis d'accord, quand on a 4 constituants, on peut se dispenser de ces formules complexes, mais c'est aussi au travers de cette étude de cas, la présentation dans un exemple de faible dimension de l'utilisation de ces formules. Vous les verrez naturellement réapparaître dans d'autres études de cas avec un nombre plus important de constituants où ce sera la seule façon d'avoir une idée de la géométrie du domaine expérimental. Donc si on résume les choses, eh bien voilà, cette formule proposée par Crozier en 1986 nous conduit à dire que le domaine expérimental possède 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. À partir de là, le formulateur reprend la main. Vous m'avez dit que ce domaine expérimental était un polyèdre convexe, c'est bien, mais combien de mélanges doit-on réaliser? C'est bien la problématique de l'expérimentateur. Et si je définis qu'il faut faire 10 mélanges, quel mélange doit-on réaliser? Donc ça, c'est ce qui fera partie de la séquence consacrée à la construction de la matrice d'expérience. Pour le moment, rappelons-le, nous devons caractériser la géométrie du domaine expérimental. Alors, quand il y a 4 constituants, je vais faire un aparté qui ne marche qu'en présence de 4 constituants, c'est des exemples fréquents en formulation, notamment quand on débute où on a un peu peur de démarrer, et c'est normal, directement avec 8 ou 10 constituants. Eh bien, je vous invite fortement à construire la maquette, même si vous n'êtes pas bricoleur. Alors, une première méthode de construction, vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de fabrication additive, eh bien ça va être plutôt une fabrication soustractive puisqu'on va fabriquer la maquette en imaginant qu'on enlève de la matière. En effet, les contraintes implicites autorisent les constituants à varier dans un simplex de hauteur unitaire. Ici, un tétraèdre représenté en noir de hauteur unitaire, mais les experts ont limité les plages de variation, et vous le voyez en particulier pour le magnésium, eh bien, le domaine qui va résulter, il faut enlever tout ce qui est plus grand que U1 égale 60% et tout ce qui est plus petit que U1 est égal à 40%. Alors si vous avez une machine d'usinage ou si vous partez d'un bloc de mousse ou un bloc de polystyrène, pourquoi pas un bloc d'argile pour les céramistes, eh bien, vous allez tronquer le tétraèdre par 2 plans de coupe, et donc vous allez obtenir un polyèdre convexe qui ici présenterait 6 sommets. Mais attention, il n'y a pas que le constituant 1 qui est soumis à des contraintes, il y a aussi le constituant 2. Donc vous reprenez votre maquette qui a déjà diminué de volume, et par enlèvement de matière, en utilisant 2 nouveaux plans de coupe, L2 égale 10% et U2 égale 47%, eh bien vous allez petit à petit fabriquer le domaine expérimental. Alors, bien évidemment, ça marche, mais c'est assez compliqué puisque chaque fois vous perdez une face de votre domaine et vous perdez ses graduations. Donc, très rapidement, cette méthode, qui peut marcher quand il n'y a qu'une seule contrainte, d'enlèvement de matière va être très difficile à mettre en œuvre, comme vous pouvez le voir ici. Alors on va utiliser un réflexe que l'on a vu à plusieurs reprises dans la partie cours, qui consiste à faire une transformation en pseudo-constituant. Et je vous rappelle ici l'intérêt de cette transformation sur un exemple académique. Imaginez que vous ayez 3 constituants dont les plages de variation sont rappelées à l'écran. Le constituant 1 varie entre 10 et 30%, le constituant 2 va varier entre 20 et 70%. Et donc, au fur et à mesure, je vous montre que les coups de ciseaux
un coup de ciseau rouge, un coup de ciseau bleu, provoque une diminution du domaine expérimental. Il ne nous reste plus qu'à appliquer le troisième coup de ciseau. Et donc, vous voyez qu'ici, en 6 coups de ciseau, si vous partez du triangle équilatéral noir, eh bien, vous aurez obtenu le polyèdre convexe, qui est plutôt anisotrope, avec 5 sommets. Eh bien, si on réfléchit un peu, on peut obtenir cette figure uniquement avec 2 coups de ciseau. Alors en effet, au lieu de partir du triangle noir, pourquoi ne pourrait-on pas partir du triangle rouge que vous voyez à l'écran? Si vous partez du triangle rouge, 2 coups de ciseau suffisent. Et vous allez voir que ça va faciliter alors à la fois la représentation en perspective de la maquette et d'autre part sa décomposition sous forme d'un pliage. Alors, regardons ce qui se passe et rappelons ce qu'est la transformation en pseudo-constituant. Eh bien, le triangle rouge, c'est le simplex L qui est défini uniquement à partir des contraintes individuelles explicites inférieures. Ces contraintes limitent la dimension du domaine expérimental, ce qui fait qu'à partir des données de l'exemple, la hauteur de ce domaine est égale à 0,5. On va utiliser une homothétie, une transformation homothétique, pour passer des proportions des constituants aux proportions des pseudo-constituants, qu'on appelle petit z. Cette transformation en pseudo-constituant a été introduite en 1966 par Kurotori, et nous donne ici la transformation suivante, x1 moins 0,1 divisé par RL, c'est-à-dire 0,5. Par voie de conséquence, Z1 varie entre 0 et 0,4. Z2 varie entre 0 et 1, et Z3 varie entre 0 et 0,8. Et donc vous voyez que si vous partez du triangle rouge, sur Z2, vous n'avez pas de coup de ciseau à donner, puisque vous gardez la dimension unitaire, vous n'aurez que 2 coups de ciseau à donner, 0,4 pour U1 et 0,8 pour U3. C'est ce qu'on va réexpliciter ici. La flèche noire matérialise la variation des proportions du constituant 1. Sur cet axe de variation, sur cette hauteur, je fais figurer L1 et U1, et en parallèle, je montre la variation du pseudo-constituant, où je fais figurer la seule valeur de contrainte supérieure qui vaut 0,4. Et par voie de conséquence, ça va réduire considérablement le nombre de coups de ciseaux à donner, et ça va simplifier la construction de la maquette. Alors, regardons ce qui se passe dans le domaine des pseudo-constituants. Si vous mettez U1 égale 4 et si vous mettez U2 égale 3, voilà votre polyèdre convexe. Vous voyez qu'il est homothétique à celui que vous avez obtenu dans l'espace des constituants, qui est rappelé en haut à droite de la figure, mais c'est le même, il possède 5 sommets, il possède les mêmes caractéristiques géométriques. Donc bilan de l'opération, si vous construisez la maquette du domaine expérimental, ce que je vous invite vivement à faire en présence de 4 constituants, passez tout de suite dans l'espace des pseudo-constituants. Alors, revenons à l'exemple de McLean-Anderson, où je rappelle que si on n'utilise pas cette transformation, la visualisation de la maquette demande pas mal d'habitude. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe. RL vaut 0,37. La transformation en pseudo-constituant va nous amener des plages de variation qui sont comprises entre 0 et 54% pour Z1, entre 0 et 100% pour Z2 et pour Z3, et entre 0 et 14% pour le constituant 4. Donc, dans le tétraèdre des pseudo-constituants, 2 plans de coupe suffiront. U1 égale 0,54 et U4 égale 0,14. C'est ce que l'on va voir ici. Donc 2 coups de ciseaux, 2 plans de coupe vont suffire. Premier plan de coupe, U1 égale 0,54. Je vais enlever la partie supérieure de ce tétraèdre. Deuxième plan de coupe, U4 égale 0,14. Je vais enlever la partie arrière. Et donc, voilà à quoi va ressembler le domaine expérimental. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus simple de le lire, et vous pouvez lire immédiatement qu'il y a 8 sommets, 12 arêtes et 6 faces. Alors je ne l'ai pas représenté avec la même orientation que celui de McLean-Anderson, je vous l'ai rappelé en haut à gauche de la figure, mais il suffit de faire une rotation pour retrouver la même figure, tout le monde en conviendra. Donc vous voyez, si vous voulez construire en perspective la maquette, en utilisant une méthode dite d'enlèvement de matière, en passant par la méthode des pseudo-constituants, vous allez très rapidement arriver à construire la
la géométrie du domaine expérimental et éventuellement à lire directement, si vous êtes sûr de votre méthode, les informations relevant de la nature géométrique. Alors, toujours pareil, même question, combien de mélanges doit-on réaliser, maintenant que l'on connaît la figure, et quel mélange doit-on réaliser? Alors, le fait de réaliser la figure ou la maquette va permettre tout de suite de porter un jugement sur le caractère isotrope ou anisotrope du domaine. Est-ce qu'il y a, par exemple, des sommets qui s'éloignent plus dans une direction que dans une autre? Est-ce qu'il y a des grandes faces? Est-ce qu'il y a des petites arêtes, des grandes arêtes? C'est ce que vous voyez sur la figure ici. Et ça va permettre d'orienter très efficacement, et beaucoup plus efficacement qu'à partir d'indicateurs algébriques, eh bien, le maillage que l'on verra dans la partie consacrée à la matrice d'expérience. Alors, dernière partie, parce que c'est très amusant, tout le monde ne dispose pas d'une machine d'usinage pour fabriquer le domaine par enlèvement de matière. Par contre, tout le monde dispose d'une feuille de papier, d'un compas pour dessiner un grand triangle équilatéral, de ciseaux et d'une règle pour faire des découpages et du pliage, et puis un bout de scotch pour fermer la maquette. Alors comment fait-on pour fabriquer un tétraèdre? Eh bien, pour fabriquer un tétraèdre, vous partez d'un triangle équilatéral, et ce triangle équilatéral, vous marquez par les milieux des arêtes 3 lignes de pliage, ce qui fait qu'en pliant, eh bien, vous obtenez naturellement un tétraèdre. Voyez apparaître le sommet Z4, le sommet Z1, le sommet Z2, le sommet Z3. À partir de cette figure qui est dépliée à gauche, vous allez pouvoir tout de suite porter dans le plan de la figure, j'ai mis ici un quadrillage qui va nous aider, eh bien, les valeurs des contraintes. Et ici, ben, je n'ai que 2 contraintes à reporter. La contrainte 0,54, vous voyez que quand on se rapproche du pôle Z1 dans les différents plans, eh bien, je vais avoir une droite qui matérialise cette contrainte. C'est ce qui correspond, après reconstitution de la maquette, à la coupe que vous feriez en enlevant la partie supérieure. On va venir rajouter maintenant la contrainte U4, 0,14, et c'est ce que vous aviez fait tout à l'heure dans la méthode enlèvement de matière. Et donc vous pourriez quelque part griser les parties qui vont être supprimées. Alors, ceux qui ont l'habitude un peu de lire dans ce genre de figure voient qu'on matérialise ici tout de suite 4 faces, et que par pliage, il va falloir finalement fabriquer les 2 dernières faces. C'est ce qu'on fait avec des lignes de report. Passer du temps à lire cette figure et à réfléchir à sa construction. Vous la retrouverez dans d'autres études de cas, bien pour voir que ces lignes de report que j'ai matérialisées par des pointillés vont nous permettre de fermer la figure lorsqu'on va plier, en définissant ici les 6 faces avec les sommets. Voilà. Donc comment vous pouvez réaliser par pliage, alors d'abord par découpage, ensuite vous prenez une règle pour bien marquer les plis, et vous allez ainsi définir le domaine expérimental avec, toujours pareil, ces 8 sommets, ces 12 arêtes et ces 6 faces, avec toujours les mêmes questions, mais maintenant que j'ai défini le domaine expérimental, je vais devoir répondre à 2 questions. Première question, combien de mélanges doit-on réaliser? Deuxième question, quel mélange doit-on réaliser? Voilà, alors si je récapitule ce que l'on a dit dans cette partie, qui est probablement la partie la plus longue de cette étude de cas, eh bien, lorsque des expérimentateurs vous donnent un système de contraintes, les experts ont exprimé leur connaissance sur les variations des proportions des constituants. Demandez-vous s'il y a compatibilité de ces contraintes. S'il y a compatibilité, cherchez tout de suite la nature du domaine expérimental. Et si ce domaine expérimental est un polyèdre convexe, en présence de 3 constituants, vous dessinez. En présence de 4 constituants, vous fabriquez une maquette. En présence de 5 constituants ou plus, vous faites confiance au calcul proposé par Crozier en 1984 et 1986 pour caractériser le nombre de sous-espaces, le nombre de sommets, le nombre de faces et le nombre d'hyperfaces. À partir du moment où vous avez défini la géométrie de votre domaine expérimental, eh bien, il va falloir le mailler. Alors, on verra différentes approches, de façon empirique ou de façon algorithmique ou de façon géométrique, de façon à proposer une campagne expérimentale adaptée pour fabriquer le modèle. N'oublions pas que le modèle, c'est quelque part la clé de la réussite, puisque c'est lui qui va nous permettre, dans une méthode indirecte d'optimisation,
lorsqu'on l'étudiera de façon précise, ce modèle, de trouver l'optimum s'il y en a un. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette séquence longue. Je vous invite à prendre vos ciseaux, du papier, un compas et de la colle et essayer de refabriquer le domaine expérimental de McLean-Anderson. Vous verrez que c'est facile et puis vous pouvez naturellement envisager plein d'autres exemples à 4 constituants. La démarche reste identique avec parfois quelques subtilités complémentaires et je pense que c'est une approche qui mérite d'être connue parce que à ce jour, 2015, vous ne la trouvez dans aucun logiciel, alors qu'elle est d'une simplicité désopilante et qu'elle vous permettra de visualiser à partir de gommettes, à partir de coups de feutre, les mélanges que va vous proposer, par exemple, un logiciel de maillage pour voir s'il couvre bien la surface du domaine expérimental. Donc merci encore de votre attention et nous allons nous retrouver dans la séquence suivante qui nous permettra de répondre à la question « Combien de mélanges doit-on réaliser ?» Merci encore de votre attention.